Cher François Rivière, nous arrivons à la fin de cet entretien et pour finir, je souhaiterais vous demander deux choses. Tout d'abord, avez-vous un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi? Et enfin, je vous demanderai de nous lire un extrait de votre livre. C'est à vous. Alors l'objet, c'est un portrait photographique qui représente mon grand-père maternel, qui s'appelait Charles Michaud, à qui il est arrivé une sale histoire puisqu'il est mort à Verdun à l'âge de 27 ans en 1917. Ce qui fait que ma mère n'a pas connu son père, puisqu'elle est née un peu de temps avant, bien sûr. Et je n'ai pas non plus connu mon grand-père. Et c'est vrai que c'est curieusement un manque. Et donc c'est une sorte d'icône de ma vie, mais c'est un fantôme. C'est le fantôme de ma vie familiale. Parce que j'ai eu un autre grand-père que j'ai connu, mais curieusement, oui, j'en ai conçu une espèce je sais pas comment dire, de tristesse, voir à quel point une guerre vous endeuille, pour toujours, enfin, on deuille une famille entière pour longtemps. Voilà, voilà. Et votre maman, donc, est toujours vivante? Et donc, ma mère, qui va avoir 106 ans dans quelques jours, qui n'a pas connu son père et qui s'en plaint encore, enfin, qui estime effectivement avoir été victime elle-même de cette terrible chose que sont les guerres, mais qui a eu la chance quand même, parce qu'il n'y a pas que le côté triste de tout, qui a été élevé par son grand-père, qui s'est voué littéralement à elle et qui ne savait pas quoi inventer quand elle était petite fille, et même acheté une villa au bord de la mer, enfin acheté en tout cas une maison où eux passaient des vacances interminables apparemment, et voilà, bon, enfin, effectivement, on peut, ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir un tuteur, enfin c'est de grandir, de pas trop grandir en solitaire, effectivement. Mais c'est vrai que ça a été ma mère encore aujourd'hui peut, quand on se promène ensemble sur la plage de Royan, me montrer un jeune homme qui tient dans ses bras un petit gamin, une petite gamine, me dire moi j'ai pas connu ça, et moi ça, à chaque fois ça me glace complètement, quoi. Vous avez choisi de nous lire un passage de votre livre, François Rivière. Je voudrais que vous nous expliquiez contextualiser le passage. Nous sommes quel moment du livre? Ce livre est un peu la chronique que fait un narrateur de sa relation avec un journaliste d'Hollywood, donc un chroniqueur du Hollywood Citizen, qu'il rencontre régulièrement. Et il se trouve que ce personnage d'Irving, qui donne son titre au roman, Irving Rosa Pierce, était pris à partie par une personne assez malveillante qui lui reproche d'écrire des choses désagréables dans son journal, et en rapport avec des Mexicains, des émigrés mexicains qui hantent un peu trop de la vie de cette personne le paysage de Los Angeles. Voilà. Et donc les deux personnages, le narrateur et Irving Rosa Pierce, se retrouvent donc à un moment, c'est un petit peu un moment creux entre deux épisodes, mais le moment est important pour ce que va devenir le livre, ce que va devenir l'histoire d'Irving. Un jour vint où j'en appris davantage sur mon ami, de la bouche même de l'intéressé. Ce ne fut pas dans la pénombre complice du fumoir, au Biltmore, ni même à la librairie où il venait converser, se juchant sur l'angle du petit bureau toujours encombré de livres et de revues, mais dans un lieu que nous aimions tous deux, l'ancien théâtre Orpheum, dans la 3e rue. Cette salle mythique, au regard des Angelinos, était encore hantée par les fantômes des célèbres acteurs qui avaient fait sa réputation.
Elle avait fini par donner refuge à de vieux magiciens en smoking râpé qui exécutaient à leur tour, parfois poussifs, devant un auditoire généralement très juvénile. C'était bien sûr Irvine qui m'avait fait connaître l'Orpheum, dont la façade décrépite n'avait rien d'accueillant. Nous nous y retrouvions régulièrement, un peu par nostalgie d'un temps que nous n'avions ni l'un ni l'autre connu, mais aussi parce que nous éprouvions une sorte d'affection pour ces illusionnistes qui, grimaçant sous un grossier maquillage, ne parvenaient pas à dissimuler leur trac. « Ils ont aussi peur que nous que ça rate », murmurait Irvine à mon oreille, assis au premier rang des fauteuils d'orchestre auprès d'adolescents qui ne se privaient pas, lorsque le tour n'était pas accompli dans les règles de l'art, de ricaner bêtement. Nous avions souvent le temps d'échanger à voix basse, tandis que le machiniste de service aidait le magicien sortant à ranger son matériel, puis le suivant à s'installer. Un soir donc, alors que le machinot boiteux faisait durer l'intervalle, Irvine me suggéra de lever les yeux en direction d'une des rares loges occupées. « Vous voyez cet homme chauve là-haut, assis à côté d'un garçon à la peau basanée? C'est le riche propriétaire d'un parc d'attractions de Long Beach, et le jeune Chicano qui l'accompagne est sous sa protection, si je me fais bien comprendre. » Je demandai à Irvine de m'éclairer. « Eh bien, sachez que ce garçon mexicain est employé au service de ce monsieur, bénévolement bien sûr, et moyennant quelques faveurs prodiguées à son généreux employeur. Vous voyez ?» Je voyais très bien. Irvine poursuivit en m'informant que le garçon en question se trouvait dans l'illégalité et risquait à tout moment d'être dénoncé à la police. Ces paroles avaient sans doute pour but de me rassurer dans l'hypothèse où je me serais posé certaines questions. Irvine a toujours été un garçon délicat. Voilà. Merci infiniment pour ce rivière.